RDC et Rwanda. Tshisekedi honoré Kayikwamba. Mais où sont passés Kagame et Nduhungirehe, alors que Félix Tshisekedi accueille publiquement sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, après la signature historique de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington? Un silence assourdissant plane du côté de Kigali. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kayikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Où est Paul Kagame? Pourquoi Vincent Biruta ou Olivier Nduhungirehe, ces diplomates les plus en vue, n'ont-ils pas été vus avec lui? L'homme fort du Rwanda, si friand de projecteurs et d'événements internationaux, brille désormais par son absence, même dans son propre pays. Ce contraste entre un président congolais qui élève sa diplomatie et un dirigeant rwandais en retrait interroge, inquiète et soulève bien des hypothèses. Dans cette analyse de fond, nous explorons les implications politiques, symboliques et géopolitiques de ce double traitement et ce qu'il révèle sur l'état réel des deux régimes. De retour d'un voyage diplomatique intense et stratégique à Washington, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a été reçue avec tous les honneurs par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Oua à Kinshasa. Ce geste, bien plus que symbolique, traduit le respect profond qu'accorde le chef de l'État congolais à sa diplomatie, à sa ministre et à la place qu'occupe la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. À travers cet acte, Tshisekedi affirme une conception moderne du leadership, fondée sur la reconnaissance du travail accompli,
la confiance en ses collaborateurs et la transparence dans les rapports d'État. Or, pendant que cette scène se déroulait à Kinshasa, un étrange silence régnait à Kigali. Depuis la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, ni Paul Kagame, ni ses principaux diplomates n'ont été vus ensemble. Olivier Nduhungirehe, pourtant très actif sur les réseaux sociaux et connu pour sa proximité avec Kagame, semble totalement absent de l'espace public. Le président rwandais, quant à lui, n'a fait aucune apparition publique depuis des semaines, alimentant ainsi une rumeur persistante selon laquelle il serait gravement malade, voire mort. Ce contraste saisissant entre la vivacité de la diplomatie congolaise et le mutisme de l'appareil rwandais soulève de nombreuses interrogations. Paul Kagame, dirigeant au pouvoir depuis 30 ans, est un homme dont la présence scénique est quasi obsessionnelle. Il adore les forums internationaux, les conférences de haut niveau et surtout les grands sommets organisés à Kigali, transformés depuis des années en vitrine du régime rwandais. Pourtant, il a été totalement absent du Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, une conférence tenue à Kigali même, événement qu'il n'aurait pour rien au monde manqué par le passé. Il n'a pas non plus assisté au célèbre événement Kigali Car Free Day, auquel il participe habituellement pour renforcer son image de proximité avec le peuple. Pire encore, la dernière apparition publique documentée de Kagame remonte au 29 mai 2025, lors d'un sommet en Kazakhstan. Depuis, plus rien. Ce retrait soudain et inexpliqué a créé un vide à la tête du régime rwandais, laissant place à une confusion inquiétante. Les événements récents à Kigali sont organisés sans lui, parfois même sans mentionner son nom. La présidence rwandaise, réputée pour sa communication millimétrée, semble désormais incapable de fournir une version cohérente sur l'état de santé ou la localisation du chef de l'État. Cela ne ressemble en rien à la machine politique bien huilée que Kagame a dirigée d'une main de fer pendant 3 décennies. Dans les rues de Kigali, les rumeurs vont bon train, alimentées par le silence du pouvoir, les faux communiqués, les photos recyclées et l'absence de tout signe de vie crédible. Pendant ce temps, à Kinshasa, le président Tshisekedi, bien conscient de la portée historique de l'accord signé à Washington, a décidé de faire confiance à une diplomate de haut niveau, Thérèse Kayikwamba Wagner. Cette dernière n'est pas seulement une technocrate, elle est aujourd'hui la voix d'une RDC qui s'assume, qui parle d'égal à égal avec les grandes puissances et qui impose sa vérité face aux mensonges du régime de Kigali. Son accueil en grande pompe à la présidence n'est pas un geste de courtoisie, mais un acte politique fort. C'est la reconnaissance du rôle central que la diplomatie congolaise joue dans la défense de la souveraineté nationale. Ce différentiel de traitement entre Kinshasa et Kigali est révélateur de 2 conceptions diamétralement opposées du pouvoir et de la diplomatie. À Kinshasa, la diplomatie est valorisée, incarnée, respectée. À Kigali, elle semble instrumentalisée, opaque, voire abandonnée dans cette période trouble. La disparition de Kagame et l'absence de ses hommes de confiance comme Nduhungirehe ne sont pas anodines. Elles traduisent une crise de leadership au sommet de l'État rwandais, au moment même où celui-ci est soumis à une pression internationale sans précédent. La signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis, représente en soi une victoire diplomatique majeure pour Kinshasa. En acceptant de signer un document qui stipule le retrait des troupes étrangères et la cessation des hostilités, le Rwanda a implicitement reconnu sa présence militaire illégale en territoire congolais. C'est une première historique.
Mais cet accord, pour être mis en œuvre, exige de la volonté politique, de la stabilité et un leadership clair, ce dont Kigali semble aujourd'hui dramatiquement dépourvu. Plus inquiétant encore, plusieurs sources diplomatiques évoquent en privé un véritable chaos au sein de l'état-major rwandais. Sans Kagame pour trancher, les divergences entre les différents courants du pouvoir s'exacerbent. Certains officiers veulent poursuivre l'aventure militaire en RDC pour préserver les circuits de trafic de minerais. D'autres, plus pragmatiques, souhaitent respecter l'accord de Washington pour éviter des sanctions internationales. Cette guerre froide interne paralyse l'appareil d'État et pourrait, à terme, fragiliser davantage un régime déjà discrédité sur la scène africaine. Le contraste avec Kinshasa est donc saisissant. Tshisekedi, malgré les critiques internes, incarne un leadership qui combine diplomatie proactive et fermeté sur les questions de souveraineté. En recevant Kayikwamba, il envoie un signal clair. Le Congo est debout, unifié, prêt à défendre ses intérêts par les voies diplomatiques, mais aussi, si nécessaire, par la force. La présence visible et assumée de sa chef de la diplomatie tranche avec la disparition inquiétante de Nduhungirehe, pourtant jusqu'ici omniprésent dans les relations extérieures du Rwanda. Il est aussi essentiel de comprendre que Kagame, en plus de sa maladie ou disparition présumée, subit une perte de contrôle narratif. Les grandes plateformes médiatiques internationales comme NBC News, Bloomberg et même certains analystes africains influents comme Dr Charles Kambanda ou Michaela Wrong ont commencé à dévoiler les mécanismes de manipulation utilisés depuis des décennies par le régime rwandais pour justifier ses ingérences en RDC. Cette perte de crédibilité à l'international vient fragiliser le régime de manière structurelle, au moment où son principal acteur est absent de la scène. Par ailleurs, l'arrestation de figures de l'opposition rwandaise, comme Victoire Ingabire, les accusations de torture lancées par des journalistes en exil et la surveillance accrue des Rwandais de la diaspora par des espions de l'ambassade contribuent à alimenter un climat délétère autour de Kigali. Dans ce contexte, l'absence prolongée de Kagame ouvre la voie à toutes les spéculations. Lutte de succession, règlement de comptes internes ou même transition forcée sous pression internationale. La diplomatie congolaise, elle, semble mieux préparée à ce tournant historique. Le rôle central de Kayikwamba dans la signature de l'accord de Washington, son retour triomphal à Kinshasa et la reconnaissance publique de son travail par le président Tshisekedi montrent que le Congo a appris de ses erreurs passées. Fini les compromis honteux imposés par des puissances étrangères. Fini l'époque où Kigali dictait les termes des accords régionaux. Aujourd'hui, c'est la RDC qui fixe les règles, impose les conditions et exige des comptes. Dans ce bras de fer silencieux, entre Kinshasa et Kigali, chaque geste compte. Et le fait que le chef de l'État congolais reçoive personnellement sa ministre est une démonstration de force politique, là où l'absence de Kagame trahit une fragilité interne. À court terme, cela renforce la position diplomatique de Kinshasa dans l'application de l'accord. À moyen terme, cela affaiblit la crédibilité de Kigali dans toute négociation future. Et à long terme, cela pourrait bien annoncer la fin d'un cycle autoritaire en Afrique centrale. L'avenir du processus de paix entre la RDC et le Rwanda dépendra désormais de la capacité des deux États à respecter les engagements pris. Or, il est clair que Kinshasa est, pour l'instant, la partie la plus sérieuse, la plus transparente et la plus stable. Le peuple congolais, malgré les blessures profondes causées par 3 décennies d'agression, peut enfin espérer un changement de paradigme. Mais cela exige de la vigilance, de la rigueur et surtout de la lucidité
face aux manipulations de Kigali. Il est encore trop tôt pour prédire avec certitude ce qui se passe réellement à Kigali. Mais une chose est sûre, le monde observe. Et pendant que Tshisekedi s'affiche avec ses ministres, Kagame disparaît avec ses mensonges. Le temps fera le reste. Dit en titre ouverture du congrès panafricain des jeunes pour un éveil patriotique ce lundi au centre culturel et artistique. Ce congrès organisé par les panafricanistes a permis aux participants de faire une autopsie sur les 30 ans d'agression rwandaise. Yolande Voka, Junior Bonyoma était présent. Les panafricanistes venus de toute l'Afrique éveillent conscience de la jeunesse congolaise en particulier et celle de l'Afrique en général. L'ouverture de ces congrès panafricains à Kinshasa, qui coïncide avec le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, à l'initiative des étudiants, de jeunes, crée un espace de mobilisation intellectuelle et citoyenne pour apporter des réponses africaines aux défis africains. Cette grande messe réunit les intervenants venus de l'Afrique, en l'occurrence Kemi Seba, venu du Niger, Kosi Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, venu de l'Afrique du Sud, suscite l'éveil de la conscience africaine qui somnole en la jeunesse. Le professeur Luzolo Bambi est également de la partie. Le chercheur Fumu Kusu qui parle de la spiritualité africaine, Christian Sung, venu du Gabon, le professeur Désiré Konga de l'Université pédagogique nationale, ainsi que la professeure Joséphine Bitota Mwamba et le professeur Tungula Kama ont exposé pour cette première journée sur l'histoire du panafricanisme et leur combat, les défis du panafricanisme et pour finir, les perspectives pour le panafricanisme. Une heureuse coïncidence cette année, l'un des premiers africanistes congolais, Patrice Emery Lumumba, totalise 100 ans de naissance. Sachez aussi que c'est ce 30 juin, fête de l'indépendance, que s'est clôturé un colloque sur le lumumbisme initié par la Convention des Congolais Unis. Cédric Inina pour ce commentaire. Le lumumbisme, plus qu'un courant, une philosophie sociale dans un monde où l'interactivité entre États se caractérise par les intérêts. Et ces colloques, au-delà de la CCU, est un grand rassemblement de lumumbistes de tous bords pour un réarmement moral, 65 ans après l'indépendance. La vision de Patrice, d'Antoine Gizenga, le Vénérable, de pouvoir fusionner ou mettre ensemble les partis de gauche pour la même idéologie, même vision. Et c'est ce qui a été recommandé ici. Moi, je suis très content. Et ici, je représente tous les militants et militantes du parti Lumumbiste Unifié. Le constat est clair. Les pays de Lumumba stagnent et les héritiers idéologiques doivent relever les défis. Lambert Mende en première ligne. Nous, Lumumbistes, cet héritage que les pères fondateurs de l'indépendance nous ont laissé, nous avons un devoir sacré de porter ce sursaut dont le Congo a besoin aujourd'hui pour redevenir ce que les pères fondateurs ont décidé qu'il soit. Donc nous nous sentons responsables de cela. C'est pourquoi nous préparons toutes les échéances pour ne pas rater le rendez-vous de 2028. Les Congos, ces géants pieds d'argile, solidifient aujourd'hui ses appuis avec la nouvelle dynamique des développements impulsés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après la lecture du rapport final de ces travaux, les participants CCU prennent désormais l'engagement de porter ces réformes jusqu'à l'objectif fixé. Et ces derniers ont eu droit à des brevets de participation. Pour célébrer les 65 ans de l'indépendance de la RDC, le consul général de la RDC en Flandre, Pacifique Loabeya, a convié la communauté congolaise à une messe d'action de grâce. De son côté, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a salué la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, le tout dans ce condensé de Hérodis Kitutu et Marie-France Zaïna. Le
Le 65e anniversaire de l'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale a été l'occasion pour le consul général d'Anvers de communier avec ses administrés pour dire merci à Dieu et confier le pays sous sa conduite à travers la messe dite en cette journée. Le premier des Congolais en Flandre s'est exprimé en ce terme. Nous avions ensemble remis entre les mains du Seigneur le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je souhaiterais que... Un dîner congolais a ensuite été offert à Antoine Pern Expo, temple de la culture flamande, qui a revêtu les couleurs du pays de Lumumba pour l'occasion. Cette rencontre a été l'occasion pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres dans la connaissance du pays. Il s'agissait de mieux connaître le Congo pour pouvoir l'aimer comme il le mérite. Le folklore de différentes régions linguistiques ainsi que la rumba congolaise ont permis aux convives d'esquisser quelques pas de danse. 30 juin 1960, 30 juin 2025, 65 ans déjà, depuis l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Sous les signes du retour du Grand Congo sur la scène internationale, avec espoir d'une paix durable, les Congolais vivant en Suède, autour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Léopold Bompessé Lofemba, ont célébré cette fête nationale. Sous la vision du leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, la République démocratique du Congo a enregistré d'indéniables succès sur le plan diplomatique. La paix sur toute l'étendue de la terre, un acteur qui va promouvoir plus de paix, plus de justice, plus de développement et surtout plus d'unité, a-t-elle martelé. Les enfants qui représentent la jeunesse ont été associés à cette célébration à travers des scénettes pour leur apprendre l'histoire de leurs origines. Pour cette diaspora congolaise en Suède, le moment était indiqué pour esquisser le pas de danse de la rumba congolaise.